Bonjour. Ce cours d'informatique se veut être vraiment la base et le tout début. Avant même de programmer, de parler de langage de programmation, il m'arrive souvent de voir des jeunes vouloir programmer, apprendre un langage. Mais suite à une discussion avec un étudiant du Burkina Faso, euh, on en est venu à la conclusion tous les deux. L'idée vient de lui, en fait, de vouloir vraiment partir de zéro, mais je pense que c'est moi qui lui amène l'idée d'un zéro encore plus repoussé, d'une base encore plus loin qu'il pensait, dans lequel on ne parlera même pas d'ordinateur encore, où on va vraiment parler de la science de l'information. Avant même de, avant même de vouloir programmer puis de vouloir comprendre un ordinateur, ce serait bien que les gens sachent c'est quoi l'informatique. C'est quoi cette science sur laquelle repose l'information? Bon, il y a différentes définitions qui existent. J'en ai vérifié plusieurs. Ils sont tous corrects dans un certain sens, mais bon, j'en ai retenu peut-être plus certaines que d'autres, ou des fois elles m'apparaissent incomplètes ou peut-être mal structurées. J'aime bien celle ici du dictionnaire Larousse qui dit que c'est une science du traitement automatique et rationnel de l'information, considérée comme le support des connaissances et des communications. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette science-là, comme les mathématiques, une mathématique, c'est une science sur laquelle on va jouer avec des chiffres, des formules et tout. La physique, hein, c'est une autre science dans laquelle on va regarder les interactions physiques qui arrivent entre deux objets, entre des molécules, peu importe. Donc, chaque science a un champ d'expertise. L'informatique, elle, c'est l'information. Comment une connaissance, parce qu'on dit ici que c'est le support des connaissances, comment une connaissance peut ne rien vouloir dire alors qu'elle peut vouloir dire quelque chose, ou parfois on reçoit de l'information, mais parce qu'on n'a pas la connaissance, on pense que cette information-là ne signifie pas grand-chose. Je vous donne un exemple. Je pourrais dire à un bébé de 3 mois, fais attention, tu vas te brûler, c'est chaud. Et comme il ne comprend pas le français, il n'a pas la connaissance de ce que c'est que de se brûler, ben, il va y toucher, puis il va apprendre par lui-même. Parce qu'au départ, s'il avait eu la connaissance que j'essayais de communiquer avec lui, il n'aurait peut-être pas touché. Donc, c'est pour ça ici qu'on parle de connaissance. Nous, comme êtres humains, quand on grandit, on acquiert un tas de connaissances qui font en sorte que par la suite, lorsqu'on décide de faire quelque chose ou de ne pas le faire, c'est souvent orienté sur des connaissances qu'on nous a transmises ou qu'on a acquis par nous-mêmes, par nos propres erreurs parfois. Donc voilà, c'est un peu la définition ici, c'est la science qui va traiter aussi de façon automatique et rationnelle les informations considérées comme le support des connaissances et des communications. C'est là que l'ordinateur va rentrer en jeu plus tard. Mais avant d'utiliser un ordinateur, nous, savons-nous communiquer? Savons-nous ce qu'est une information? Donc, c'est un petit peu ce que je veux parler dans cette vidéo. Avant de vous expliquer comment programmer, puis de faire x égale 3, là, puis de pas comprendre ce qu'on fait, ben, on va commencer par la base. Donc, le but ici, c'est vraiment, ça s'adresse à des gens qui font de l'informatique, mais qui n'ont jamais eu de base. Ils l'ont appris par eux-mêmes sur le tas, ou des gens qui veulent juste se rafraîchir, ou des gens qui ont pas encore commencé à programmer, puis veulent vraiment partir de zéro et avoir la base. Donc, c'est un peu la définition du Larousse que je trouve bien également. Une autre définition que j'ai trouvée, c'est dans Wikipédia. On dit que l'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industrielle qui concerne le traitement automatique de l'information numérique par l'exécution de programmes informatiques par des machines. Donc voilà, c'est une science, donc un domaine d'activité scientifique on peut le faire dans des systèmes embarqués. Le terme anglais, c'est du embedded. Je ne sais pas si vous êtes plus familier avec le terme anglais,
mais c'est des petits modules, des fois qu'on embarque dans d'autres trucs. Les ordinateurs, les robots, des automates. Vous savez, l'informatique est partout autour de nous, même un lave-vaisselle, par exemple. Ben, il y a un petit panneau de contrôle hein, sur lequel on appuie sur des boutons, puis il y a une programmation à l'intérieur qui va exécuter le cycle 1 de monter la température de l'eau, hein, le cycle 2 de commencer à arroser les assiettes et les verres, etc. Donc, il y a toute une programmation qui est faite. Un ascenseur, on appuie sur un bouton, ça a l'air magique, ça nous amène à un étage, mais il y a toute une robotique et une logistique derrière ça qui a été programmée pour que ces fameux boutons-là informent une unité centrale de traitement qui va prendre la décision d'actionner des moteurs pour soulever ou pour faire baisser l'ascenseur jusqu'à l'étage désiré. Les guichets automatiques, hein, on met notre carte de guichet automatique, on rentre des informations, mais on ne se rend pas compte que derrière ça, il y a toute une complexité d'aller interroger l'ordinateur central de la banque pour vérifier si vous avez effectivement les fonds demandés dans votre compte de banque. Et puis, pour empêcher les hackers d'intercepter ces informations-là, ben, tout ça est encrypté, c'est protégé. Donc, il y a toutes des mécaniques derrière ça. Et de plus en plus, on voit des robots arriver dans nos vies. Un robot, pour moi, ça n'a pas nécessairement la forme d'un humain. Ça peut être un Googlebot, hein, qui est le petit robot de Google qui vient scruter vos pages web pour les indexer. Donc, ça peut être un détecteur de fumée intelligent qui est juste là, accroché au plafond. Et sa seule tâche est de vérifier la qualité de l'air et d'émettre une alarme lorsque la qualité de l'air rencontre X parties par million de certaines molécules, par exemple. Donc, donc c'est ça. Donc, comment on programme toutes ces choses-là? Et puis après ça, ça va vous ouvrir des branches en programmation ou je dis programmation parce que c'est le terme que beaucoup de gens utilisent, mais il n'existe pas que des programmeurs en informatique. Il y a- il y a des gestionnaires de bases de données, il y a des experts en réseautique. Il y a tout un cheminement de carrière qui s'ouvre à vous, mais débutons par la base. Donc, évidemment, si vous devenez expert en sciences des informations, ça fait de vous un scientifique à quelque part. Si, évidemment, vous vous spécialisez dans une science et que vous le faites proprement, en mesurant, en respectant des règles de conduite, en faisant pas toutes sortes de choses n'importe comment, qui font en sorte aussi souvent, par la suite, que les ordinateurs peuvent être hackés facilement parce que vous ne le saviez pas, vous n'aviez pas la connaissance de programmer de telle ou telle façon ou de sécuriser votre réseau de telle ou telle façon. N'ayant pas la connaissance, vous avez monté votre réseau, votre programme d'une certaine façon, mais quelqu'un qui a des connaissances différentes des vôtres va trouver une façon de contourner votre sécurité pour accéder à des informations que vous croyez bien sécurisées. Alors, avant même de parler d'ordinateur, voyons voir comment nous, sur Terre, on communique. Et puis, on pourrait parler de l'humain, mais il n'y a pas que l'humain qui communique. Si je prends entre autres la chauve-souris, une chauve-souris, elle va émettre des ultrasons lorsqu'elle veut se déplacer. Donc, elle va émettre des ultrasons. Le, le son va frapper un obstacle, on va dire un arbre, par exemple. Et lorsque l'écho revient vers la chauve-souris, le temps que ça prend, ça donne une idée à la chauve-souris à quelle distance se trouve l'obstacle. Alors, la chauve-souris va tenter de le contourner un peu à gauche ou à droite en émettant un autre ultrason, en voyant qu'en se déplaçant vers la gauche, par exemple, euh, l'obstacle n'est plus dans son chemin, mais va peut-être prendre la décision de le contourner vers la gauche. Donc, les ultrasons sont une façon pour la chauve-souris de voir. Donc, c'est important d'avoir cette connaissance parce qu'après ça, vous allez remarquer que quand on utilise une communication, c'est qu'on essaie d'imiter des choses qu'on connaît
où on essaie d'en inventer des nouvelles, mais quand on en invente des nouvelles, on va avoir tendance à s'inspirer de façons de faire qu'on connaît, qui peuvent provenir de nous-mêmes, d'un autre humain, qui va souvent être un proche, un ami. Parfois, on va se baser sur un animal, une plante, n'importe quoi qui communique. Et puis on se dit, ah, ben tiens, cette façon de communiquer-là, je pense que je serais capable de la reproduire. Premièrement, est-ce qu'on est capable de la reproduire nous-mêmes à petite échelle? Et souvent, quand on y arrive, on se rend compte que c'est très long et très complexe, mais on arrive à le faire. L'idée ensuite, c'est d'utiliser un ordinateur pour que lui le fasse de façon beaucoup plus rapide, avec un taux d'erreur souvent beaucoup inférieur à l'humain. L'humain, lorsqu'il communique des choses, il va se tromper. On dit même, il y a une expression qui dit l'erreur est humaine, alors que lorsque c'est programmé dans un ordinateur, l'ordinateur, s'il est mal programmé et qu'on l'exécute 1 million de fois, il va faire 1 million de fois la même erreur. Par contre, si on le corrige et qu'on le réexécute encore 1 million de fois, il ne se trompera jamais. Il va le faire 1 million de fois correctement. Alors que l'humain, lorsqu'il fait un truc 1 million de fois, il va se tromper à l'occasion. Et si on dit à l'humain de faire attention, ben là, il y a tout un effet de fatigue qui peut embarquer. Puis s'il le répète 1 million de fois, il va encore avoir une marge d'erreur. Donc, voilà, la chauve-souris utilise ça comme mode de communication. On va dire communication. En fait, c'est une façon d'envoyer des informations, de les recevoir. Et en envoyant et en recevant l'écho de l'ultrason, son cerveau analyse tout ça, prend des décisions, et c'est comme ça que la chauve-souris arrive à survivre dans notre monde. Une autre façon de communiquer, on va prendre les fourmis en exemple. Hein. On voit souvent les fourmis marcher un derrière l'autre. Ils partent d'un petit trou par terre et suivent à peu près tous le même chemin pour se rendre à l'endroit où il y a de la nourriture. Euh, comment ce chemin a été tracé? Les fourmis vont générer ce qu'on appelle des phéromones et vont les déposer par terre. Donc, il y a des premières fourmis qui sont des exploratrices. Elles, leur rôle est de se promener. Et lorsqu'elles trouvent quelque chose d'intéressant, elles vont tracer le chemin pour les autres. Et c'est là qu'ensuite les autres vont être capables de suivre le chemin. Donc, déposer des choses par terre peut être une façon de communiquer un chemin à quelqu'un. Donc, on, on peut l'utiliser aussi, nous, comme êtres humains. On se fait enlever et puis notre ravisseur va nous amener à quelque part. Ben, on peut jeter des miettes de pain par terre ou des petites roches en espérant que quelqu'un remarque que ces indices-là, c'est un chemin qu'on est en train de tracer dans le but d'être retrouvé par les personnes qui sont à notre recherche. Donc, c'est une autre façon de communiquer. euh, donc, chez les animaux, par exemple, les phéromones, il n'y a pas que les fourmis qui les utilisent. Les humains aussi, il y a euh, les humains et d'autres animaux. Il y a des études qui démontrent que pour des raisons sexuelles, lorsqu'une femelle peut être prédisposée ou dans une période plus féconde, émet plus de phéromones. Le mâle le détecte et puis est attiré par ces phéromones-là. Donc, il y a toutes sortes de façons de communiquer. Les Indiens, les Amérindiens, il y a longtemps, ils faisaient des signaux de fumée. Donc, c'est une autre façon. Avec un signal de fumée, on peut faire un feu et avec une couverture, on étouffe le feu. Et lorsqu'on enlève la couverture, il y a un grand nuage de fumée. Et puis, si on s'est préalablement entendu avec une population lointaine, qui pourrait être notre clan, par exemple, on peut dire, bon, ben, quand j'envoie un nuage de fumée, ben, ça veut dire il y a un danger qui s'en vient, ou si j'envoie deux nuages de fumée, ça peut vouloir dire autre chose. Venez à mon secours, par exemple. Donc, il y a des façons de communiquer. Donc, on peut communiquer avec de la fumée. Les-
on s'imagine pas aussi que, tu sais, un cellulaire, on a tous un téléphone cellulaire ou un smartphone de nos jours, de plus en plus. Et on prend pour acquis notre téléphone fonctionne, mais pourtant, comment la vidéo est apparue dans mon téléphone? Elle a sûrement, étant donné que mon téléphone est connecté à nulle part avec un fil, elle a sûrement voyagé dans l'air qui m'entoure via des ultrasons peut-être ou une forme de communication quelconque. Et si je reviens à ça, certains d'entre vous, les plus vieux, vous avez peut-être connu les modems. Eh bien, ce que je vous communique présentement comme information, oui, vous utilisez les technologies de l'information, je le sais bien parce que je suis au Canada dans ma maison, dans un fuseau horaire, et vous êtes dans un autre pays, dans un autre fuseau horaire, à une journée différente. Et ça, les technologies de l'information aujourd'hui nous permettent d'enregistrer une communication à un moment dans le temps et vous permettent de la visionner à un moment dans le temps qui est différent. Mais on pourrait très bien être assis un à côté de l'autre présentement, puis je serais en train de vous parler. Donc, je serais en train de vous communiquer des informations. Donc, j'ai pas d'ordinateur, on est juste assis dans le salon tous les deux et on discute ensemble. Puis je suis en train de vous expliquer les communications. Et là, j'en reviens au modem. Un modem, c'est un modulateur et un démodulateur. Donc, moi, présentement, avec ma bouche, je suis en train de moduler l'air qui m'entoure avec pas juste ma bouche, là, mais mes poumons, l'air que je respire, mes cordes vocales, ma langue. Il y a tout un système qui est en jeu, qui module des ondes, et ces ondes-là se déplacent à la vitesse du son et vont jusqu'à votre oreille. Votre oreille perçoit ce que je viens de dire, elle décode les ondes sonores pour que votre cerveau enregistre ce que je suis en train de vous dire. Et puis là, vous pourriez avoir une idée ou une question, et puis à votre tour, vous mettez en œuvre vos poumons, l'air, la bouche, la langue et tout, pour moduler l'air à votre tour, pour que ça s'en vienne à mes oreilles. Et lorsque mes oreilles reçoivent ces ondes sonores-là, je vais les décoder, mon cerveau va entendre la question, et puis je pourrai éventuellement y répondre. Donc, il n'y a aucun ordinateur entre nous. Et pourtant, on est capable de communiquer. C'est plus tard que les modems ont été inventés pour permettre à deux machines de moduler des ondes en signaux électriques. Les signaux électriques sont reçus de l'autre côté. Et ensuite, lorsqu'on a une réponse, le modem nous retourne une réponse qu'on va décoder et recevoir. Donc, c'est un peu comme ça que les échanges d'informations fonctionnent. Donc, voilà pour les modems. Donc, c'est l'air qui se transmet par la parole, ces choses-là. Euh, une autre chose intéressante, c'est l'encryption de données. Euh, L'encryption de données, ça n'existe pas juste parce que les ordinateurs existent. Par contre, l'ordinateur est capable d'encrypter de façon très complexe et un grand volume de données euh, en une courte période de temps. C'est ce qui rend l'ordinateur vraiment intéressant. L'ordinateur peut encrypter de façon beaucoup plus complexe. Mais je vais vous donner un petit exemple d'encryption que les parents utilisent très souvent. C'est, on a un papa et une maman qui sont dans la cuisine et ils discutent entre eux et ils le savent qu'il y a un enfant dans la pièce. L'enfant, c'est la tierce personne qui intercepte la communication entre les deux parents. Mais là, les deux parents, veulent se dire quelque chose, mais ils ne veulent pas que l'enfant comprenne. Comme par exemple, ils sont en train, les deux parents euh, sont en train de parler du chocolat qui est dans l'armoire et ils savent que le petit enfant, s'il entend le mot chocolat, il va en vouloir, hein, ou il va faire une crise, ou il va pleurer, ou on ne sait pas trop, mais les deux parents anticipent sa réaction. Ils savent que ce mot-là, c'est un mot sensible. Ils préfèrent que l'enfant qui va intercepter la communication
ne le sachent pas. Alors les parents vont dire, parce qu'ils savent, ou ils ont une idée aussi des connaissances, parce que tantôt on en parlait de l'informatique, c'est le siège des connaissances. Si on sait que la personne n'a pas la connaissance, comme entre autres l'enfant, il est trop jeune, il n'est pas allé à l'école encore, il ne sait pas épeler les mots. Alors, les deux parents bénéficient de cette lacune chez l'enfant pour épeler le mot chocolat plutôt que de le prononcer. Donc, on va souvent entendre les parents dire pourrais-tu mettre le CHOCOLAT dans l'armoire discrètement? Donc, en ayant encrypté une partie de la conversation et en utilisant un protocole d'encryption relativement simple, les deux parents sont capables, il y a un, encoder le message en sachant que l'autre parent a la connaissance appropriée pour décoder le message, alors que on va l'appeler le hacker entre les deux, ne connaît pas la clé d'encryption, parce qu'on sait qu'il ne la connaît pas, il n'est pas allé à l'école, mais on sait que quand il va être plus vieux, puis ce jeune garçon ou cette jeune fille va aller à l'école, on va lui enseigner, puis on va lui fournir un bagage de connaissances qui maintenant va être capable de facilement déjouer cette technique d'encryption. Donc, l'encryption, on l'utilise même sans ordinateur dans nos vies de tous les jours. On se passe des petits messages, des petits clins d'œil, pour pas que quelqu'un qui est dans les alentours intercepte ce qu'on a à dire. Donc, ce sont des façons. Et ensuite, comment on utilise... Donc l'ordinateur n'a pas inventé l'encryption. C'est que l'ordinateur permet d'encrypter, je vais prendre le mot chocolat, de l'encrypter d'une façon beaucoup plus complexe, qui même avec les meilleurs savants au monde, on ne sera pas capable de le décrypter parce que c'est beaucoup trop complexe. Donc, avec l'ordinateur est tellement rapide et tellement capable de jongler avec plusieurs possibilités qu'on peut se permettre une complexité qu'on ne peut pas parfois entre un père et une mère de famille d'utiliser une mécanique d'encryption qui n'aurait pas de bon sens, juste pour ne pas dire le mot chocolat devant son enfant. Donc voilà, c'est un autre bon exemple là, dans lequel nous, les humains, avant même de parler d'ordinateur, il faut observer l'humain, comment lui fonctionne. Un autre bon exemple, ce serait la compression de données. On sait des fois, on peut prendre la plupart d'entre vous avaient déjà utilisé un ordinateur, là, un PC ou même un cellulaire. Vous recevez un document .zip et un .zip. Quand un document termine par .zip, habituellement, il y a beaucoup de documents à l'intérieur et ils sont tous compressés. Donc, si chaque document avait été pris sans être compressé, peut-être qu'on aurait reçu 1 meg d'informations. Mais en mettant tous les documents et en les compressant, plutôt que de prendre 1 meg, il prend 500 kilooctets. Alors, quand on échange le fichier par modem, ben, ça utilise moins de bande passante, c'est plus rapide. Et de l'autre côté, le processeur qui a, qui a un logiciel unzip va être capable de dézipper et de décompresser ce fichier-là. Encore là, avant de parler d'ordinateur, si on parle entre nous, entre humains, on va utiliser cette mécanique-là ensemble quand on parle. Souvent, on va avoir tendance à couper les mots ou à les abréger pour parler plus rapidement puis pas perdre de temps avec quelque chose que tout le monde connaît. Donc, si j'y vais avec un exemple, quand on chatte, on va écrire LOL, LOL, Laughing Out Loud. Donc, c'est très long à écrire Laughing Out Loud. Bon, on va écrire LOL, et puis voilà. Notre ami sait qu'on est mort de rire. Et puis, c'est beaucoup plus court. Donc, c'est une façon de compresser l'information quand on communique avec quelqu'un. Pour communiquer, l'humain a différentes façons de communiquer. Pour moi, communiquer, c'est recevoir des informations ou émettre des informations.
Comme par exemple, il y a toute une étude sur le langage corporel de quelqu'un qui se gratte une oreille à un moment donné, de quelqu'un qui se croise les bras à un autre moment donné, ou lorsqu'on lui pose la question, bouge la jambe. Tout ça fait partie du langage corporel. Euh, Puis il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Et vous, il est possible que vous ayez jamais étudié le langage corporel et que le fait de se gratter une oreille, ben, vous vous dites, il se fait juste se gratter l'oreille, puis c'est tout. Alors qu'un autre spécialiste du domaine pourrait dire, oh, oh non, non, oui, tantôt, quand il s'est gratté l'oreille, c'était anodin, mais cette fois-ci, ça ne l'est pas pour telle raison. Souvent, quand on a la connaissance, on a fait des études en psychologie, en langage corporel, on a donc un bagage de connaissances qui nous permet de mieux comprendre le langage corporel. C'est pour ça que tout est une information. Pour vous, ça ne l'est peut-être pas, parce que vous n'avez pas toutes les connaissances. Mais imagine si vous seriez entre les mains, on va dire que vous êtes Google, Apple, ou peu importe la grande compagnie d'informatique au monde qui a des pétabytes d'informations, une énorme quantité d'informations, est capable de payer des spécialistes en tout genre pour développer des modules. La moindre petite information peut révéler des choses que vous ne soupçonnez pas. Comme par exemple, je sais que j'ai appris ça récemment, Google est capable de trouver l'épicentre euh, on va pas dire une pandémie, mais une petite épidémie, par exemple. Il y aurait une petite éclosion de rubéole dans votre coin. Juste le fait que les gens dans une communauté commencent à chercher les symptômes de la rubéole et que le lendemain, il y en a trois, quatre autour qui ont été géolocalisés et que le surlendemain, les recherches sur la rubéole augmentent dans une région donnée, il y a des ordinateurs capables de déceler le patient zéro de l'infection, par exemple. Donc, si vous avez la connaissance, euh, vous pourriez programmer à peu près n'importe quoi. Moi, je me suis penché récemment sur le visage. L'être humain s'est spécialisé à reconnaître des visages. De 4 milliards d'années d'évolution sur Terre, euh, on en est arrivé à un point où on est vraiment des spécialistes à reconnaître des visages, à reconnaître vraiment toutes nos décisions sont basées sur la peur, hein, la peur de mourir, qui est souvent le vecteur principal de savoir à reconnaître un danger, euh, parce que on va devoir se battre ou se sauver de ce danger-là. Donc, soit on fuit, soit on combat. Donc, pas mal toutes nos décisions sont basées sur ça. Et pour ça, ben, on s'est spécialisé aussi à reconnaître des visages. Je vous donne un exemple. Vous êtes un bébé naissant, vous avez jamais vu personne, vous sortez à peine du ventre de votre mère. Donc, chaque personne que vous croisez, vous commencez à vous construire une base de données d'images. Donc, pour l'instant, c'est la première fois que vous les voyez. Vous avez juste une image. Et puis, mais petit à petit, vous grandissez. Vous apprenez le nom d'une personne. Vous êtes capable de l'associer à l'image. Alors qu'une autre personne qui travaille dans un café pas loin, cette personne-là vous a jamais dit son nom, mais vous remarquez qu'elle est gentille, par exemple. Donc, vous associez son image à sa gentillesse et vous collectez des données sur chaque personne que vous croisez. Je me suis penché un peu là-dessus récemment dans une réflexion personnelle et je pense que euh, la reconnaissance du visage pourrait nous permettre de reconstruire une partie de l'ADN d'un être humain, juste avec son visage. La couleur de ses yeux, la forme de ses cheveux, est-ce qu'il y a des grandes oreilles, des petites oreilles, les yeux asymétriques, est-ce que c'est un gars, une fille,
Je sais qu'il y a des genres moins binaires, mais le taux de testostérone ou le taux d'estrogène, par exemple, si la personne a un gène de la trisomie 21, souvent on peut le déceler dans son visage. Un nain aussi, par exemple, on voit souvent que son visage est un peu différent d'une personne qui n'est pas un nain. Euh, la couleur de la peau blanche ou une couleur de peau plus foncée pourrait nous donner un indice dans une branche de la génétique de cette personne-là qui s'apparente plus à des gens qui habitent en Afrique ou au Canada, par exemple, pour prendre ces deux pays-là. Donc, si on connaissait bien le génome humain, différentes sections à l'intérieur de ce génome-là, avec un logiciel de reconnaissance faciale, on serait capable, à mon avis, je serais bien intéressé éventuellement de creuser encore plus ça, d'essayer de voir si, avec un visage, on ne pourrait pas reconstruire une partie de l'ADN d'un individu. Et ses mouvements, ses comportements pourraient éventuellement reconstruire une autre partie de son ADN pour éventuellement reconnaître une personne beaucoup mieux que juste une reconnaissance faciale qui est basée sur ce qu'on utilise présentement, comme par exemple la distance entre les deux yeux, entre la bouche et le menton, etc. Donc, euh, donc, tout est une information. Tout est une information. C'est juste à vous l'idée de trouver quoi faire comme programme. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quelle est votre idée? Quel projet vous voulez mettre à jour? Et puis ensuite, quelles seront les façons de rentrer ces informations-là dans la personne? Là, je ne parlerai pas d'ordinateur, je vais parler d'une personne. Comme moi, par exemple, et vous aussi sûrement, vous avez 5 sens, hein, le toucher, l'odorat, le goûter, etc. Le toucher, c'est une façon de communiquer. Donc, quelqu'un peut me toucher. Donc, si la personne me touche, le toucher pourrait m'indiquer une information. Euh, Comme par exemple, si la personne tremble, euh, je pourrais savoir qu'elle tremble si elle me touche. Donc, mais là, ça me prend d'autres connaissances. Si j'ai des connaissances sur la maladie de Parkinson ou j'ai des connaissances de la température environnante, là, grâce à mes connaissances et le fait que la personne vient de me toucher, je pourrais peut-être penser qu'elle a un début de Parkinson ou je peux peut-être penser qu'elle a simplement froid et elle tremble de froid parce qu'il fait très froid aujourd'hui. Donc, ce genre d'information-là, annexée à une connaissance, permet de, de bien, de faire un bon programme dans notre cerveau ou dans notre ordinateur pour émettre une hypothèse, une décision, ça va dépendre. Là, parfois, des fois, ça nous mène vers une hypothèse, des fois une décision, ça dépend des programmes. Donc, mais tout ça pour dire que le toucher, c'est une façon, c'est un input device, hein, c'est une unité d'entrée pour moi de recevoir. Donc, on a la pression aussi. Hein, la pression, si la personne me touche, mais en plus fait une pression sur mon bras, je peux peut-être comprendre qu'elle est fâchée parce que si elle me touche, mais qu'elle me caresse le bras, je vais peut-être comprendre autre chose. Là. Elle n'est pas fâchée, elle est peut-être plutôt gentille, la personne. L'odorat, c'en est une autre façon de communiquer. Euh, dans un jeu sexuel entre deux partenaires, qu'ils soient du même sexe ou pas, une personne pourrait mettre un parfum pour une soirée, sachant très bien qu'elle veut attirer l'attention de l'autre par son parfum, en utilisant évidemment l'odorat comme sens. Le goûter, le son, la vue. Hein, on peut mettre du rouge à lèvres ou des beaux vêtements. Il peut y avoir un rituel dans notre communauté de se faire des marques de crayon. Et puis tout ça, ben, c'est dans le but d'en mettre plein la vue à l'autre personne pour lui communiquer justement ce qu'on est en train de... La raison pour laquelle on s'est mis des beaux vêtements. Ou, comme par exemple, si on va passer une entrevue, on veut communiquer à notre employeur qu'on est une personne soignée,
Hein, puis on va être soigné aussi dans notre travail. Si on arrive avec des vêtements propres et bien repassés, ça transmet une information vers l'employeur. C'est une façon de communiquer ce que nous sommes intérieurement, mais avec des choses extériorisées. Donc, ce qui est important avant de savoir programmer, c'est savoir communiquer et avoir le plus de connaissances possible. Puis ça, les connaissances, vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir. Euh, comme programmeur, par exemple, un commerçant pourrait venir vous voir. On va dire que vous n'avez aucune expérience en restauration. Et puis, c'est un restaurant au coin de la rue qui veut un programme. Euh, Vous pouvez lui dire, oui, je vais vous faire votre programme. Par contre, je n'ai pas d'expérience dans le domaine de la restauration. Je vais devoir vous poser quelques questions. Comment recevez-vous vos commandes? Ben là, ça se peut que le restaurant dise ah ben je reçois mes commandes moi par email ou ah je les reçois par téléphone. Donc, donc tout ça, ça va vous permettre de savoir comment l'information arrive chez le commerçant. Vous allez devoir vous allez devoir vous ajuster à dire OK, étant donné que vous recevez les informations de telle façon, on va les amener comme ça dans l'ordinateur. Je vais devoir faire tel traitement, puis aussi comment vous gérez votre cuisine, comment le cuisinier est-il au courant qu'il va devoir couper X nombre de pommes de terre aujourd'hui. Donc, vous jasez avec lui, et puis en programmant, ben, ce qui est intéressant, c'est que vous en apprenez sur le domaine de la restauration. Plus tard, vous allez avoir un autre projet dans le domaine pétrolier. Et puis, vous allez en apprendre aussi dans ce domaine-là. Vous allez pouvoir acquérir des connaissances au fil du temps. Donc, on a aussi des périphériques de sortie, nous, les humains. Donc, j'ai parlé des périphériques d'entrée. On reçoit des choses par les yeux, on les reçoit par les oreilles, par la peau, donc par le nez, par la bouche. Toute l'information nous arrive de partout. Et ça met en place un contexte. Et notre cerveau est capable de, euh, de savoir qu'on est dans une salle de cinéma. Comme par exemple, si mes yeux voient une salle de cinéma et je vois un monstre en train de couper la gorge de quelqu'un, ben, je n'ai pas réellement peur parce que je sais que c'est un film. Hein. Je le vois bien que je suis dans une salle de cinéma. Alors que si j'étais sur la rue et je voyais quelqu'un en train de couper la gorge de quelqu'un, ben là, ça me ferait peut-être un peu plus peur. Hein. Donc, parce que là, mes yeux reçoivent des choses, mes oreilles, je sens le vent, donc je sais que je suis dehors. Et là, tout ça ensemble fait en sorte que, bon, là, je commence à avoir peur. Donc, encore là, comme tantôt je disais, je vais peut-être combattre pour essayer de défendre la personne ou je vais peut-être prendre la fuite. Parfois, c'est pas un raisonnement ou une décision que vous allez prendre, c'est un réflexe qui va se faire de façon instinctive. Puis vous ne devez pas vous en vouloir d'avoir pris la mauvaise décision. C'est même pas une décision que vous prenez, c'est un réflexe naturel parfois qui va se présenter. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler un peu plus de réseautique. Hein, un peu comment la réseautique fonctionne. Encore là, on n'aura pas d'ordinateur, mais on va parler de la réseautique. Comment le monde dans lequel on vit transporte des étudiants vers l'école. Comment le monde dans lequel on vit transporte la marchandise d'un entrepôt vers le restaurant où vous allez manger un hamburger demain. Alors nous, au niveau réseautique, on va regarder comment on transporte des informations du Canada vers l'Afrique, de l'Afrique vers le Canada, ou tout autre pays du monde. Euh, Comment? Parce que nous, en informatique, on transporte des informations à la même manière, puis vous allez voir qu'il y a une similitude presque à couper le souffle entre transporter de la marchandise, transporter de l'argent, transporter des médicaments ou transporter des informations. Ça finit tout par se ressembler quand on parle d'infrastructure. Donc, ça va être dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.